Si on peut atteindre 10 000 mètres cubes au 25e année, alors au 26e et 27e année, on peut passer à 25 000 mètres cubes, développer une nouvelle technologie en s'appuyant déjà sur l'expérience acquise. Ici, tu peux déjà parler des charges utiles. C'est clair, des antennes relais, assurer la communication. La relation entre la charge et le volume de l'appareil n'est pas linéaire. Nous parlons des altitudes auxquelles nous devons voler. Nous voyons 18 à 22 km comme nos altitudes cibles, mais il y a des tâches pour lesquelles nous devons aller plus bas, mais pas en dessous de 15 km, sinon il y a déjà des avions là-bas, et il y a des tâches pour lesquelles nous devons aller plus haut. C'est déjà 25-30 km, 30 km et même 40 km. Naturellement, pour lancer 5 kg sur 40 km, il faut un volume nettement plus important que pour les mêmes 15 km, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une raréfaction de l'atmosphère. Ainsi, la coque à une altitude de 40 km éclaterait depuis longtemps. Son volume ne suffirait tout simplement pas pour que l'hélium puisse se dilater. En ce qui concerne les charges utiles, notamment pour les appareils de plus de 10 000 m3, cela peut être des stations de retransmission, cela peut être du matériel scientifique, car cet équipement est absolument essentiel et vital et indispensable pour garantir la durée du vol. S'il s'agit de plusieurs mois et de grandes capacités, il est donc judicieux d'assurer également l'énergie de la même manière. De quelque façon, c'est la masse des panneaux solaires, c'est la masse d'hydrogène liquide par exemple. Vous pouvez appliquer le gaz qui transporte. Oui, et bien sûr nous pouvons certainement fournir une certaine puissance, par exemple pour un radar de reconnaissance des glaces sur un appareil de 10 000 m3 et également une puissance beaucoup plus importante sur un appareil de 25 000 ou même 100 000 m3, ainsi que d'autres capacités selon les besoins. Et c'est une question de résolution, c'est une question de portée de détection et une question de portée de communication, c'est-à-dire des capacités technologiques, des équipements qui sont là. C'est une question du nombre d'abonnés que cet appareil peut fournir, parce qu'une antenne pesant environ 60 kg, si ma mémoire est bonne, peut desservir plusieurs dizaines, peut-être une centaine d'abonnés. Si nous voulons exactement couvrir la totalité des dizaines de milliers de kilomètres de superficie dont nous disposons précisément dans la zone où se trouve l'appareil, nous devons être très méticuleux. Si nous montons à une altitude de 20 à 25 km, nous pouvons voir à des centaines de kilomètres, jusqu'à 500 km, ce qui permet d'assurer un horizon radio. Et pour fournir des abonnés sur cette surface, il faut une puissance correspondante. C'est donc aussi une question économique et pratique d'économie. Un seul appareil fournit déjà, par exemple, un nombre nettement plus important d'abonnés. Il en faut moins d'appareils. Et c'est une question de capacité technologique. Je suis un peu coincé. Il y a effectivement beaucoup d'intérêt pour ces charges utiles et diverses personnes, structures, etc. viennent communiquer. Tout le monde en a besoin, mais c'est nous qui le faisons. J'ai vu le projet Neptune. Ils ont récemment lancé une capsule de test depuis un navire. Oui, mais c'est toujours très intéressant, vous savez, de faire des lancements en mer, surtout depuis des navires. C'est dans la zone équatoriale, précisément, où ils ont fait ça. Je n'ai pas vraiment compris quel était leur volume, quelle masse ils soulèvent, ce qu'ils font ensuite avec la coque, s'ils la lâchent en parachute, s'ils la récupèrent. Je n'ai pas regardé. En ce qui concerne le destin futur de la coque, plusieurs options sont possibles. En général, cela se résout par le détachement de la coque gazeuse qui explose à une certaine altitude après avoir dépassé la hauteur d'exécution et ensuite elle tombe simplement comme du polyéthylène. Elle est freinée. C'est une sorte de parachute en forme de pétale. Il tombe dans une certaine zone. Il ne s'inquiète pas trop. Mais ils prévoient de faire des tours avec ces touristes. Il est peu probable qu'ils tirent sur la coque avec des touristes à bord. Ils vont probablement libérer le gaz. En effet, bah oui, ils peuvent soit libérer le gaz, soit utiliser des parachutes. Évidemment, après le détachement de la coque gazeuse, le parachute s'ouvre à une certaine altitude. Bon, je suis juste assis ici en train de réfléchir. Il y a une question qui d'autres s'occupent de ça. Je n'ai pensé qu'à Neptune, qui a vraiment pris ce projet au sérieux. Mais il prévoit de faire monter des touristes dans la stratosphère
Ainsi, des ballons météorologiques ils sont lancés dans la stratosphère minuscule. Ouais, ce sont de petites coques, elles sont en latex. Récemment, il y a eu tout un bruit à propos d'un appareil chinois à long drift qui survolait l'Amérique quand ils ont essayé de l'abattre. Il y a beaucoup de questions concernant cet appareil et si on regarde les photos qui malheureusement ne sont pas de très bonne qualité, on peut voir une certaine angulosité de cette coque. Si c'est vraiment comme sur les photos, alors il est probable qu'elle n'était pas à une très grande altitude, peut-être un peu plus de 10 km. Ce n'était pas une stratosphère inaccessible à 20-30 km. Il y avait beaucoup de bruit à ce sujet. En fait, la question du survol des frontières nationales par de tels appareils est assez intéressante. Comment cela peut-il être réalisé exactement? Comment ne pas violer l'espace aérien? Et du point de vue du droit, la stratosphère est précisément un véritable vide dans le droit international. Il y a des informations selon lesquelles même de notre côté des sondes passent chaque jour. Vous pouvez les ouvrir sur la carte. Ouvrez Flight Radar, tapez Balloon et vous verrez plusieurs appareils. Soit c'est un projet continu Near Luna, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts, ils continuent à lancer, mais c'est un sujet de recherche. En général, ils ont 4 appareils qui volent, principalement dans la région des États-Unis, mais certains sortent des États-Unis. Il y a certainement plusieurs appareils européens. Une partie du programme spatial européen est réalisée sur la base de lancements stratosphériques. D'un côté, c'est une économie, de l'autre, c'est la propreté de l'espace cosmique, parce qu'il n'y a pas non plus un nombre infini d'endroits. Cela souligne l'importance de préserver la propreté de l'espace, car les ressources spatiales sont limitées. Beaucoup de lancements sont effectués sur des stratosphères. Eh bien, chez nous, dans le pays, qui prévoit de faire ça peut-être, ou qui s'y consacre déjà si on y pense. Je connais bien sûr une entreprise, une société par action, qui a l'intention de s'occuper de quelque chose pour les militaires. Eh bien, ici, en ce qui concerne l'approche des stratosats à grande durée de vol, je pense que notre équipe est en tête sur tous les fronts, même si nous ne sommes qu'au début du chemin, sans aucun doute, mais il y a aussi différents groupes de jeunes passionnés qui sont attirés par la stratosphère. Il s'agit de lancements en latex et de petites coques gazeuses en polyéthylène fabriquées localement. Nous voyons aussi cela. Il y a de nombreuses entreprises qui, en raison des événements actuels, ont commencé à s'occuper de ballons aérostatiques importés, y compris des entreprises publiques, ce qui m'a beaucoup surpris. Et le thème des ballons, le thème stratosphérique, prend actuellement de l'ampleur. Il y a déjà au minimum 4 entreprises en Russie qui essaient certainement de s'imposer, de hisser le drapeau et de dire qu'elles sont absolument des centres de l'aérostation dans notre pays et probablement même dans toute la vaste et immense partie eurasienne. Ah, c'est vraiment incroyable, parce que littéralement, il y a absolument quelques années, ce sujet n'intéressait en fait personne. Personne ne voyait d'avenir là-dedans, dans ce domaine. Comment le monde change, comment les opinions changent. Eh bien, tout semble être cyclique. Oui, les voitures électriques, il y a 100 ans, elles sont apparues en premier. Elles circulaient, maintenant on s'en souvient. C'est pareil pour les dirigeables. Personne n'a jamais oublié l'aérostation. Il y a des déclencheurs qui, apparemment, suscitent l'intérêt du public. Eh bien, du point de vue du développement technologique, des lois du développement technique, il est certain que de nouvelles réalisations dans d'autres domaines technologiques, une nouvelle approche des types de technologies apporte de nouveaux résultats, des matériaux plus légers, des matériaux contenant plus de gaz, de meilleures technologies de soudage, de meilleurs instruments de mesure, de fixation, de l'électronique pour la télémétrie, le contrôle et ainsi de suite. Oui, tout pousse à regarder les vieilles choses sous un nouveau jour. Dans les années 30, il n'était pas question d'ordinateur à 20 km d'altitude. Mais maintenant, nous pouvons fournir de bonnes capacités de calcul. Mais il pouvait facilement y amener 3 personnes, à tout moment, ou même plus. Je pense qu'il y a un certain équilibre qui se compense. D'un point de vue technologique, nous avons eu une sorte de percée, mais d'un point de vue organisationnel, ces gars-là semblaient plus déterminés.
C'était en fait une époque de héros. Le premier homme dans l'espace, le premier homme sur la Lune, le premier homme dans la stratosphère, dans la fosse des Mariannes, ailleurs encore. C'est-à-dire, tu sais, le dirigeable Nobel et l'expédition arctique Tchkalov, le vol au-dessus du pôle Nord, et à chaque fois que tu te connectes à cette histoire, il s'agit toujours de vies humaines. En fait, ces vies humaines, le risque de les perdre, c'est ce qui mobilise toujours la technologie. Maintenant, il peut y avoir un moment où nous sommes dans un environnement plus ou moins sûr, et le développement technique peut ne plus être une question de survie, mais une question de désir. Une personne veut certainement développer ce domaine, elle le fait non pas parce qu'elle en a vraiment besoin, mais particulièrement parce qu'elle le souhaite spécifiquement. Eh bien oui, mais ici aussi, il y a du commerce et la concurrence commence. Pour être honnête, la concurrence dans des domaines aussi hautement spécialisés comme la technologie des ballons stratosphériques, pour autant qu'elle soit possible, ne peut avoir lieu qu'en Chine, avec son immense et diversifiée population et son grand nombre d'entreprises, et à l'intérieur des pays avec une population de plusieurs centaines de millions. C'est toujours une histoire un peu fermée, avec quelques acteurs. Ce n'est pas vraiment de la concurrence au sens pur. Il n'y a pas de grands chiffres ici, pas d'unification. C'est toujours quelque chose d'individuel. Et donc, quand nous avons visité un pays assez grand, un pays africain, équatorial, nous leur avons dit qu'en général, nous serions prêts cet été à lancer quelque chose, par exemple, même depuis l'équateur, et peut-être même depuis un bateau. En fait, ils ont dit qu'ils aideraient certainement. Alors, en fait, quelle concurrence? Tous les collègues, en fait, il n'y a pratiquement personne. En fait,